Avez-vous déjà senti une ville à travers l'assiette d'un chef ? Pour Lucas Tao des Bennett, la cuisine commence bien avant la première bouchée. Elle naît dans une odeur de pain chaud, se nourrit des herbes du potager, des fleurs comestibles, des produits de saison et de ce parfum de jasmin qui flotte dans les ruelles de Nîmes. Chef du restaurant étoilé Rouge, du bistrot Gigi et du café Fragonard, il compose une cuisine profondément ancrée dans son territoire, où chaque ingrédient est choisi, senti, goûté et raconté. Lucas Tao cultive aujourd'hui une gastronomie sensible où le végétal dialogue avec le feu, où le brûlé devient une signature et où les odeurs guident autant la création que la mémoire. Du fournil de ses grands-parents boulangers aux halles de Nîmes, en passant par le poulet rôti du dimanche, les fleurs de jasmin et les parfums de torréfaction, Lucas Tao nous invite à découvrir la carte olfactive de son univers culinaire. Bonjour Lucas Tao. Bonjour. Merci de me recevoir. Nous sommes à Nîmes. Tout à fait. On est où exactement ? On est à l'hôtel Margaret Schuller, rue Fresque. Ouais, rue Fresque. Un centre de Nîmes dans les Cuissons. Alors juste avant la feria, donc c'est l'ébullition dans la ville. C'est ça, on démarre demain. C'est un moment très très important, je crois, pour la ville de Nîmes. Très important et très intense, ouais. Ça fait longtemps que vous habitez à Nîmes ? J'habite pas à Nîmes, mais j'y travaille depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. D'accord. On est un peu au-dessus, on est à une demi-heure d'ici à peu près. Et vous êtes le chef du restaurant Rouge ? Tout à fait. Enfin, de toute la restauration, donc de tout ce qui est hôtellerie, et du restaurant Rouge, donc qui est étoilé, et du bistrot Gigi et café Fragonard, d'accord. Que nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Et qui est une première pour l'hôtel Schuller, je crois. Tout à fait, ouais. De faire cette collaboration. Donc nous, le Fragonard fait la décoration, on va dire, et vous mettez... Mais nous, en cuisine, on a changé un peu notre méthode de travail. On essaie de l'adapter un peu avec l'ambiance Fragonard. Donc, on a fleuri un peu les cartes. C'est vrai ? C'est ça, ouais, carrément. Comment ça se passe pour un chef, justement, de faire ce genre de petit challenge ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ou qui peut être un peu contraignant ou... Non, du coup, c'est hyper motivant. Déjà, c'est une belle association, je trouve, parce qu'on a un hôtel historique. Fragonard est une marque historique. Les deux sont français. On a un beau passif derrière nous et Fragonard aussi. Donc, franchement, c'est génial de s'associer à eux. Et qui plus est, c'est une marque plutôt orientée sur les parfums et les fleurs. Et donc, ça peut carrément matcher avec la cuisine. Donc, nous, c'est un challenge d'utiliser les fleurs en cuisine, encore plus qu'avant. C'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté autrefois ? On l'avait déjà fait, mais là, on a vraiment voulu pousser plus. Et autant, on l'utilisait pas mal au gastro, beaucoup moins au bistrot. Et là, du coup, on s'amuse un peu plus au bistrot aussi. Ouais. Il y a plein de fleurs qu'on peut manger, en fait. Énormément. On a plein de jardiniers qui nous font des fleurs super. À manger. C'est ça. C'est aussi beau à voir qu'à manger. Ouais, il y en a qui sont très belles et c'est tout. Et d'autres qui sont très belles et très bonnes. Très gustatives. Ouais, c'est ça. Alors, avant d'aller un peu plus loin, revenons à votre enfance. Souvent, on parle de Madeleine de Proust dans notre podcast à Fleur de Nez. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust, Lucas Tao ? Une Madeleine de Proust, j'aime beaucoup le flan pâtissier. C'est vrai ? Ouais, ça c'est vraiment le dessert De votre enfance ? De mon enfance, ouais. Mes grands-parents étaient boulangers et pâtissiers. Ah oui. Je pense que ça m'a mis tout doucement le pied à l'étrier. Bon, je suis pas parti en pâtisserie, je suis plus parti en cuisine sur le côté salé, mais... Il y a cette expression, vous êtes bec sucré ou bec salé ? Personnellement. Bec tout court. Bec, hein, bec. C'est ça, ouais. Donc, vous avez des grands-parents qui étaient boulangers-pâtissiers. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, ouais. Vous avez grandi où ? Dans quelle odeur ? On a grandi dans le nord de la France. Mes grands-parents avaient leur boulangerie. Ils sont partis à la retraite durant mon enfance, donc je ne l'ai pas connu très longtemps, mais j'allais bien derrière la boutique récupérer les gâteaux et ce qu'on pouvait récupérer. Ouais. Ils habitaient pas loin de chez vous ou c'était... Non, c'est vraiment à côté. Enfin, à côté, ouais, donc vous pouviez vraiment y passer après l'école ou... C'est ça. Ouais. C'est ça, et puis on a grandi ensemble, donc on a appris à bien manger. Ouais. Une odeur en particulier de cette boulangerie ? C'est vrai qu'on a toujours l'odeur du pain, du fournil, quoi. Du pain qui cuit, de la viennoiserie qui cuit, du côté un peu sucré, un peu caramel, un peu tout ça. Et on a toujours cette odeur qui revient un peu. Ouais. Vous l'avez retrouvée, vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie où on peut avoir des flashs un peu étranges, des flashs olfactifs justement, Oui. Parce que j'imagine que vos grands-parents faisaient du pain et que ce métier a évolué entre le moment où vous étiez petit enfant et... Ouais, bien sûr. Après, les techniques sont plus ou moins les mêmes. Les odeurs, elles ont peut-être sûrement un peu évolué, mais ça reste quand même... Ça reste... Parce qu'à chaque fois que vous allez dans une boulangerie, vous pensez avec vos grands-parents ? On y pense de temps en temps. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que les boulangeries, elles ont quand même pas mal évolué. Et ce qu'on faisait il y a bientôt une trentaine d'années, ça a quand même pas mal évolué. Ouais. Mais il y a encore des bonnes boulangeries qui font les choses bien. Ouais. Oui, donc c'est par exemple un pain industriel ne vous évoquera jamais vos Ça grands-parents. m'évoque beaucoup moins de choses. Hein. D'ailleurs, souvent, je le croise pas, ce pain, mais il reste loin de moi. C'est ça, c'est sûr. Et le flan, pourquoi le flan alors ? Ils en faisaient en particulier ? C'est une pâtisserie du nord de la France ? Non, pas spécialement. Enfin, maintenant, c'est assez populaire, on en fait ouais. un peu partout, mais je pense que c'est plus une spécialité boulangère qu'une spécialité du nord de la France. Mais ouais, j'avais l'habitude d'en manger et j'ai pas changé d'habitude. Ouais. À part cette boulangerie familiale, chez vous, enfant,
Quelles étaient les odeurs ou les plats, on va dire, qui traversaient Déjà, nous, on a grandi à la campagne. On avait notre premier voisin, il devait être à 5 kilomètres. On vivait le long d'un canal. Enfin, d'ailleurs, mes parents y vivent toujours. Et donc, on avait cette odeur de canal, cette odeur de terre, de terre, ouais, très... très humides. C'est ça. Pareil, on avait des champs tout autour de nous, donc on les travaillait pas nous, mais on avait la maison autour, donc enfin dedans. Ouais, Des champs de quoi, vous vous souvenez ou pas? Il y avait beaucoup de blé. D'accord. Beaucoup de blé, et après on avait un agriculteur qui faisait ses légumes, mais que pour lui, juste à côté de chez nous, donc on avait les odeurs et on allait voir un peu ce qui se passait. Ouais. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous fait particulièrement saliver? À la cuisine en général, hein, après, comme je disais, j'aime presque tout, et du coup, ouais, dès que je sens les odeurs de cuisine, c'est vrai que c'est... Il y a quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas résister? Une odeur particulière... C'est vrai qu'on a eu l'habitude du poulet rôti le dimanche, donc c'est vrai que quand on sent le poulet rôti, on a quand même des sensations. Ouais. J'en ai fait un justement dimanche dernier, je me disais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de poulet rôti le dimanche. C'est vrai qu'on en a fait un aussi ce week-end, et c'est vrai que ça se fait de moins en moins, et c'est pas normal. Pourtant c'est quand même quelque chose d'excellent. C'est ouais. Et je pense que même plus l'odeur que la dégustation. Ouais, c'est vrai. C'est la réflexion que je m'étais faite, c'est que l'odeur du poulet rôti, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est assez ritualisé en France quand même. On a eu l'habitude de... Enfin, il y a beaucoup de familles qui avaient le poulet rôti le dimanche quand même. Ça se perd peut-être un peu, mais... Ça pourrait revenir, comme le flan qui s'est perdu à un moment donné et qui revient c'est vrai. à la mode. Mais qui avait été un peu tué par le flan industriel d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais c'est comme tout, hein. Je pense que c'est des modes un peu. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous former et à devenir chef? Déjà, une enfance pas loin de la boulangerie. J'ai des parents qui ont toujours aimé bien, enfin, une famille en général qui aime bien manger, qui aime bien faire les choses bonnes. Et du coup, j'ai toujours bien mangé et je me suis assez facilement orienté vers la restauration, sans être vraiment certain que je voulais en faire mon métier. Mais dès que j'ai fait mon premier stage dans une cuisine en troisième, je me suis dit, ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est vrai? Ah ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'ambiance brigade, l'ambiance équipe, ce côté un peu militaire quand même, parce que moi j'avais besoin de ça. Et ouais, vraiment, c'était une vocation derrière tout de suite, quoi. Et j'ai lu que vous avez été formé après par Alain Ducasse, c'est ça? La cuisine d'Alain Ducasse. Donc Plaza Athénée, j'ai fait 3 ans là-bas. Et je suis resté encore une année de plus à Paris, où j'étais chez Guy Savoie, où pareil, qui est une belle maison, très très formateur, très dur, mais... Très dur? Ouais, c'est dur, faut pas se le cacher, mais... La cuisine, c'est dur, c'est très exigeant. C'est toujours aussi exigeant, mais les règles et les modes ont un peu changé. Ça s'est quand même bien assoupli et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais besoin de ça et ça m'a quand même formé autant professionnellement que personnellement. C'est une rigueur qu'on... Un cadre. C'est ça, clairement. Un cadre qu'on donne. Et comment vous définiriez l'approche, que ce soit d'Alain Ducasse ou de Guy Savoie, sur la cuisine par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pris d'eux et qu'est-ce que vous avez, vous, essayé de créer? À l'époque où j'étais chez Alain Ducasse, c'est là où il a commencé la naturalité. C'est le concept qu'il appelait de naturalité, où d'aller vraiment sur le produit végétal et de mettre le végétal en avant. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai gardé, mais qui est devenu un peu à la mode maintenant. Enfin, il y a beaucoup de chefs qui aiment le végétal, quitte à en oublier un peu la protéine. Guy Savoie, c'est plus des techniques, parce que c'est une cuisine très classique qui change assez peu. Enfin, il y a des plats qui sont sur la carte depuis plusieurs décennies et qui resteront encore. Et donc là, on apprend plus des techniques et des savoir-faire. Des savoir-faire et enfin, c'est des classiques français maintenant, ce qu'il a créé. Donc j'ai plus appris ça, mais pas de choses que... Ça apprend les bases, on va dire. Des bonnes bases, des très bonnes bases même. Et c'est avec ces outils-là que vous pouvez après... c'est ça, c'est une palette. Développer votre propre imaginaire. Exactement. Ouais. Toutes les expériences ou les chefs avec qui on a travaillé, ça nous donne une palette et après on joue avec cette palette de goût, d'arôme, de texture. Et après on joue avec tout ça et un peu avec ce qui nous anime, ce que nos fournisseurs nous donnent, nos envies. Quand vous êtes dans le processus de la cuisine, j'imagine que votre nez, vous l'utilisez tout le temps. Vous y faites attention? Ouais, la première chose qui arrive à table, c'est le visuel. Et tout de suite après, c'est l'odeur. C'est l'odeur. Avant même de goûter, il faut que ça soit appétissant, il faut que ça soit joli, que ça sente bon. Et après, il faut que ça soit bon. Je dirais même, il y a un contrôle bien avant, puisque j'ai vu dans votre carte, vous citez aussi vos fournisseurs. Oui. Donc ça, c'est important pour vous, le sourcing des produits? Ouais, c'est eux qui créent les cartes au départ quasiment. C'est eux qui nous ramènent les produits de saison. C'est eux qui nous amènent un peu leurs nouveautés. Par exemple, on travaille avec une dame qui fait des fleurs. D'accord. Et tous les ans, elle a des choses qu'elle teste, des nouveautés. On teste, on goûte et c'est elle qui crée nos cartes presque. Des souvenirs justement de sentir une fleur, parce que les fleurs, elles ont ce pouvoir de sentir très fort, mais derrière, gustativement, ça peut être un peu décevant. Ouais, carrément. De toute façon, en général, à l'odeur, c'est très puissant, mais au goût, il faut vraiment condenser les fleurs pour que ça ait vraiment un intérêt gustatif. Si on prend juste une fleur, à part certaines fleurs qui sont vraiment très puissantes. Lesquelles, par exemple? Léger. Vous en avez en tête? Par exemple, l'hibiscus, c'est relativement fort. Le jasmin étoilé, assez aussi. La tagette, par exemple. Il y a pas mal de tagettes différentes qui ont vraiment beaucoup de goût.
Et après, il y a des fleurs que moi, j'aime pas trop. Par exemple, la fleur d'Achillée, je suis pas fan. Je vois L'Achillée pas ce que millefeuille, c'est. c'est assez puissant et C'est puissant ouais, très olfactivement? puissant. Ouais. Après, pareil, il y a les fleurs d'ail, les fleurs de tout ça qui sont bonnes, mais il faut savoir les doser, quoi. Ça peut vite être Un peu entêtant ouais, et trop puissant dans le ouais, plat. trop puissant. Ouais. Bah, ça a vraiment le goût d'ail cru, donc une fleur d'ail, faut y aller mollo. D'accord. Et lorsque vous choisissez vos produits, quels sont vos critères de sélection? Bah, déjà, on essaie de faire en sorte que ça soit local, mais vu que nos fournisseurs le sont, C'est beaucoup du local. ah ouais, ouais, bah, on a déjà pas mal de monde à moins de 30 kilomètres d'ici. On a le D'accord. Gros du Roi qui est vraiment pas loin, qui est à 45 minutes d'ici. Donc, puis en plus, on a une région qui est vraiment riche. On a tout ici. Enfin, Ouais. avoir voyagé un peu, on est vraiment une région où on peut avoir à peu près tout. Hein. Par rapport à votre lieu de naissance dans le nord de la France, Bah, déjà, on a tout avant ici. Tous les fruits, les légumes arrivent. arrivent les premiers. Ouais, c'est ça. Vous me parliez des fraises tout à l'heure. Ouais, on a les fraises de Saint-Gilles bah, qui sont top, ouais. Qui sont reconnues et utilisées par beaucoup de chefs, ouais. Notamment nous. Ouais. On l'utilise en dessert actuellement avec de l'olive et de l'oseille. C'est un mélange assez spécial. C'est assez étonnant comme. Ouais, mais ça marche super bien. Je connaissais la fraise et le basilic. Ouais. Et Bah, l'oseille, c'est assez acide. Et l'olive, elle va ramener cette profondeur et la puissance en bouche. C'est une création de ma chef pâtissière Oriane. On a fait plusieurs essais, pareil, parce que ça peut vite être trop fort en olive, pas Ouais. assez. Enfin, ça peut vite que ça être, couvre pas le. C'est ça. Là, c'est une question de justesse et d'équilibre. Et il y a pas mal de choses qui marchent bien ensemble, mais il faut trouver un bon équilibre. Et là, on l'a trouvé. Ouais. Je sais que vous avez voyagé, notamment pour le travail, que vous Tout à avez fait. vécu à Bora Bora. Oui. Et en Californie. Est-ce que ce sont des endroits qui vous ont inspiré, qui ont eu un impact sur votre cuisine? Alors, Bora Bora, oui. La Californie, pas du tout. J'ai beaucoup C'est aimé pas- l'endroit, mais enfin, j'étais pour quelques mois et j'avais pas prévu d'y rester. C'était plus pour aider une connaissance et c'est ce que j'ai fait. Et je suis reparti après. L'endroit est D'accord. très sympa, mais Culinairement parlant, vous n'avez pas fait de ouais, découverte. c'était pas incroyable. Par contre, Bora Bora, c'est vraiment génial. Déjà, enfin, c'est comme sur les photos, mais en vrai. Donc ça, c'est pas mal. Et bah, culinairement, c'est pareil, c'est assez génial parce qu'il y a pas mal de choses qu'on connaît pas, pas mal de fruits exotiques même qu'on connaît pas, enfin D'accord. qu'on n'a pas en France ou qui n'ont pas le même goût que ce qu'on achète. Les poissons, c'est absolument incroyable. Il y en a partout. Mais après, pareil, c'est assez compliqué à travailler, Bora Bora, parce qu'on est quand même assez mal desservi. Enfin, du moins à l'époque où j'y étais, on était assez mal desservi en produits et on recevait beaucoup de choses des États-Unis. La qualité des produits. Ouais, c'était pas incroyable non plus. Ouais. Quelle est justement la différence entre la façon dont les Américains envisagent la gastronomie et les Français? Vous avez pu voir une différence notable sur le choix des produits, sur leur qualité, sur leur goût et leurs odeurs, certainement? Oui, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que là où j'étais, on était à Menlo Park, donc c'est l'endroit où il y a Facebook, Google, tout ça. Donc on a vraiment une population qui est assez aisée et donc qui a vraiment accès à des produits d'à peu près partout et des beaux produits du coup, qui sont bien plus chers qu'en France. Mais par contre, à côté de ça, quand on fait quelques kilomètres, on voit qu'il y a des très mauvais produits et qui sont bien moins chers qu'en France, mais qui sont vraiment d'une qualité assez médiocre. Donc la qualité, elle existe, mais elle est extrêmement chère et elle est pas facilement trouvable. Et c'est pareil pour nous, quand on cuisine là-bas, aux États-Unis. Il y a un travail de sourcing, je pense, qui est encore plus dur qu'en France et qui est très cher aussi. Et alors, pour Bora Bora, est-ce que c'est des choses qui vous ont marqué sur le plan de vos créations culinaires? Ouais, parce que c'était une cuisine assez fraîche qu'on faisait là-bas. On avait des choses, enfin, on travaillait quand même quelques produits qui étaient comme le thon, comme les cocos, les bananes. Et du coup, enfin, moi qui étais en salé, on arrivait à faire des choses salées avec de la banane, avec de la coco, avec tout ça. Et c'est des choses que j'utilise pas forcément, mais je m'en inspire du moins. Parce que forcément, les bananes et la coco, on en a assez peu à Nîmes. En fait, la frontière, c'est comme la fraise avec l'oseille. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le même principe. C'est qu'on a des produits qui sont... Enfin, un fruit, c'est fait pour être mangé en dessert, mais pas que. Enfin, on peut le mettre en salé et vice-versa. On peut mettre des légumes en sucré sans problème. D'avoir en fait cette liberté de transgression. C'est un peu ça que vous me racontez. Je lisais aussi dans votre carte du restaurant gastronomique étoilé que vous étiez beaucoup sur des produits de saison. C'est important de travailler le produit de saison? Ouais, bah déjà, c'est là où on les trouve, parce que vu qu'on travaille avec des fournisseurs locaux, ben, ils nous disent, en général, ils nous préviennent à peu près, dès qu'il y a un nouveau produit, ils nous disent combien de temps il va tenir et combien de temps on peut le garder à la carte, parce qu'il faut quand même prévoir les changements de carte. Mais oui, on travaille qu'avec des produits de saison. Des fois, on les pousse un tout petit peu en fonction des cartes, mais oui, on garde Que du produit frais, de Ah ouais, saison, local. oui, C'est hyper frais. important pour vous? Ah oui, oui, bah, je pense pour beaucoup de chefs maintenant, mais c'est pas devenu à la mode, mais c'est devenu un critère qui est quasiment obligatoire. Hein.
Tout à l'heure, Emma m'a raconté que vous alliez beaucoup aux Halles. Alors, parlez-nous un peu des Halles de Nîmes. Qu'est-ce qu'on y sent? Bah, déjà, moi, je me gare aux Halles, donc D'accord. forcément, j'y vais tous les jours, enfin, sous Ok. les Halles. Et bah, déjà, on y sent du poisson parce que dès que je rentre dans les Halles, mon premier fournisseur, c'est le poisson. C'est du Donc, poisson qui vient d'où? du Gros du Roi, enfin, ils font pas que ça, mais pour nous, on se sert quasiment en poisson qui vient du Gros du Roi ou de Méditerranée. D'accord. Juste en face, on a les légumes, un de nos producteurs de légumes. Bah là, pareil, on y sent ce qui est de saison, hein, donc ça dépend. Là, ce matin, on y sentait pas mal les fraises quand même. C'est vrai? Ouais. On y sentait les fraises, on y sentait un peu les petits pois aussi. Après, on va un peu plus loin, on a notre fromager. Donc Ouais. là, c'est un peu moins saisonnier quand même pour tout ce qui est Oui. côté fromager. Et dans les Halles, c'est à peu près tout ce qu'on se sert, mais après, oui, il y a énormément de choses, il y a des odeurs qui sont folles. Enfin, on sent que c'est un vivier gastronomique, quoi. Ouais. Si vous deviez définir une odeur qui représente Nîmes, ce serait laquelle pour vous? C'est pas vraiment vrai, mais je veux dire pour moi du moins, c'est le jasmin parce on a le jasmin étoilé au Margaret, on en a partout. Et depuis que je suis dans cette région, partout où je vais, et surtout sur Nîmes, il y a pas mal de jasmin étoilé. Donc dès que On c'est le la sent. saison, on le sent de Ouais. partout. Avec les petites rues de Nîmes, on sent, dès qu'il y a du vent, on sent que le jasmin il est partout. Et Ouais. du coup, on s'en sert et on le cuisine actuellement. D'accord. Donc c'est une odeur que maintenant vous allez associer à cette ville. C'est ça. Mm. Surtout que je m'en servais pas du tout avant et j'ai appris à le connaître ici. Et c'est très bon. C'est bon à manger? Bien sûr. Quel est le goût du jasmin étoilé? Pas évident à dire, hein. Vous le mariez avec quoi? Là, actuellement, on en fait un vinaigre. Enfin, D'accord. on prend une base de vinaigre, on l'infuse dedans. Et après, la fleur est tout à fait comestible, donc on s'en sert dessus avec de la cerise, du navet et du basilic. Ouais, vous faites quand même des mariages très étonnants. Ouais, mais ça marche bien. Ça, on veut bien vous croire. J'ai entendu aussi dire que vous étiez le roi du brûlé, du fumé, du brûlé. Le roi, je sais pas, mais on aime bien brûler, ouais. Ouais. C'est rare qu'à la carte, on n'ait pas quelque chose qu'on. Enfin, c'est même jamais arrivé, je pense. J'aime beaucoup cette odeur de torréfié, enfin, cette odeur et ce goût de torréfié, de brûlé. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ça vous vient d'où, ça? Je sais pas, mais on m'a dit que dans le Nord, ça se faisait beaucoup, enfin, qu'on avait plus cette appétence pour le torréfié, le brûlé. Après, pareil, j'étais 3 ans à l'école, à lycée à Orchy. Ouais. Et juste à côté, il y a l'usine Leroux, l'usine de chicorée. Ah oui, Et d'accord. donc, ça sentait la chicorée toute la journée. Je pense que ça m'est un peu rentré dans le cerveau. Ça veut Ça a plus sortir. infusé de Donc, on manière. n'utilise pas encore de chicorée parce qu'on n'a pas encore de chicorée à Nîmes, mais ce qui pourrait arriver. Mais on a gardé cette odeur de torréfié, de brûlé. Et c'est une odeur que je détestais et que j'adore maintenant. C'est vrai? Ah ouais. Comment est-ce que vous la matérialisez? Vous brûlez légèrement certains ingrédients pour leur apporter un côté un peu fumé, un peu. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette odeur? Déjà, le brûlé amène une amertume, Mhm. une légère amertume. Enfin, en fonction du brûlé, ça peut en amener une légère. Mais par exemple, là, on a un pain soufflé qu'on brûle à la minute, qui fait un peu comme une croûte de pâte à pizza, un peu sur les bords qui sont un peu trop brûlés, mais qui est agréable. Et ouais, on brûle pas mal de choses. On brûle les asperges. Je crois qu'on brûle tout, hein. On essaie au moins de tout brûler. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est vrai. Mais c'est rare qu'on essaie pas de le brûler, ouais. Quelle est une odeur qui vous fait voyager? Il y a des odeurs sûrement de cuisine aussi, hein. J'ai voyagé un peu en Thaïlande, j'aime beaucoup la cuisine thaï et j'aime beaucoup les odeurs de la cuisine thaï aussi. Mhm. On voit la cuisine de rue avec pas mal d'herbes, pas mal d'épices, mais assez frais. Enfin, on retrouve le galanga, la coriandre, les basilics un peu de là-bas, mais qui sont vraiment plus puissants que les nôtres. Ouais. Et ouais, c'est des odeurs C'est des odeurs qui vous emmènent Enfin, loin. on y est, quoi. Ouais, c'est vrai. En cuisine, il y a des odeurs qui peuvent être très contradictoires. C'est-à-dire que j'imagine que vous préparez simultanément et l'entrée et le plat, puis il y a votre chef pâtissière à côté. Ouais, bah c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir 3 endroits vraiment séparés, entre la pâtisserie, la cuisine et le côté vaisselle. Donc, on peut passer par 3 salles, 3 odeurs Ouais. en très peu de temps. Mais c'est vrai qu'en pâtisserie, on a beaucoup ces odeurs de pâte, de cuisson, de fermentation de pâtes. Et en cuisine, on aime beaucoup le travail autour des sauces. Et c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Donc, on a beaucoup de viande, de Mijoter. ragoût, de sauce très mijotée. On a toujours un peu de torréfaction encore. Et on a beaucoup ces odeurs, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible de reconnaître par l'odeur chez qui vous êtes? Typiquement, si on va chez Guy Savoie, on sait que la soupe, l'artichaut à la truffe, C'est on ce sait qui le représente. on sait qu'à l'odeur, on sait que c'est lui, quoi. C'est lui, ouais. Après, Alain Ducasse, bon, à Paris, il avait pas trop de plats signatures, c'est plus au Louis XV à Monaco où il avait ses signatures, enfin ses plats signatures, où là, on aurait peut-être plus facilement. Mais oui, il y a des plats signatures de grands chefs où juste à l'odeur, on sait qui c'est, ouais. Et vous, votre plat signature, ce serait lequel? Enfin, j'ai pas souvent de plats signature parce que je trouve que c'est difficile de garder des plats à la carte toute l'année. Bon, certains chefs le font, mais c'est plus des plats qui reviennent tous les ans. Et là, on a actuellement un gnocchi de riz de Camargue, travaillé avec de l'encornet et du taureau pour être vraiment très très local. Et pareil, avec un jus de taureau avec beaucoup de vin rouge.
et une sauce au vin jaune qui est très très réduite aussi. Et c'est un plat qui est très intense, où il y a beaucoup beaucoup de cuisson, beaucoup de réduction et qui est assez harmonieux parce que on peut pas dire que tout s'annule, mais tout fait en sorte qu'il y ait pas trop de puissance, alors que c'est des éléments qui seuls sont presque pas agréables à manger, quoi. Mais l'ensemble marche très bien et au final, c'est les clients qui font nos plats signature, hein. Enfin, Oui, quand on va voir les clients à table, si une table sur deux nous parle de ce plat-là, il y a c'est un que engouement et que... ça doit devenir une signature presque, quoi. Ouais. Le taureau, c'est quelque chose que vous avez découvert ici, j'imagine. Vous le cuisiniez avant ou pas? Non, du tout. C'est quelque chose qu'on a appris à travailler ici. C'est un bœuf un peu plus puissant et plus petit aussi. Enfin, Ouais. c'est beaucoup plus petit qu'un bœuf, mais je connaissais pas ici. Je le travaille que depuis que je suis ici et c'est quelque chose que j'aime mettre à la carte parce que je trouve que c'est important et je trouve que c'est bien de garder les traditions, ouais. Et surtout, c'est faire plaisir à votre clientèle. Ouais, c'est ça. Puis on est content, c'est qu'on a Denis et moi qui nous disent: «Ah, c'est bien, je mange du taureau depuis que je suis gamin et je l'ai jamais mangé comme ça» et Ah, ça, c'est une ça, grande c'est cool, ouais. fierté. Ouais. Ouais, ça, c'est cool, ouais. C'est cool de leur faire manger des choses de chez eux et différemment de ce qu'ils ont Différemment, l'habitude. ouais. En apportant une C'est touche, ça. justement, Ouais, un puis c'est un peu... peu ça notre métier, enfin, du moins dans les restaurants gastronomiques, je pense, c'est de réinventer et de faire des choses qu'on a déjà goûtées, mais différemment et qui sont retravaillées d'une manière à ce qu'on le redécouvre. Est-ce que vous avez vos produits un peu chouchous? Il y a l'ail noir. L'ail noir, L'ail OK, noir, ouais. Ça, pour le coup, c'est pas local, ça vient de la maison Boutarin. Je saurais plus où c'est, mais c'est français. d'accord. Il y a assez peu de maisons françaises qui font de l'ail noir et leur ail noir est assez incroyable. Déjà, physiquement, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais Non, c'est une gousse d'ail qui est très foncée, d'accord. D'où qui son nom, est ouais, mais en fait, c'est l'ail dedans qui est noir complètement. d'accord. C'est un ail qui est resté à une certaine température pendant très longtemps. Donc c'est pas une fermentation, mais c'est une forme de maturation peut-être. Et du coup, il a une puissance qui a rien à voir avec l'ail. On n'a pas du tout ce goût d'ail. On a un goût un peu torréfié, un peu balsamique, un peu sucré. Et c'est rare qu'on l'ait pas à la carte, ouais. Vous me parliez tout à l'heure de votre grand-père, enfin de vos grands-parents boulangers-pâtissiers, mais moi j'avais lu également qu'ils avaient leur jardin potager et que c'est quelque chose dans lequel vous... Alors Ouais, c'était peut-être pas les mêmes grands-parents, si, c'est les exactement mêmes, les mêmes. Ouais, d'accord. ouais, c'est vrai que. Enfin, c'était plus mon grand-père qui avait son jardin, il avait ses poules, il avait ses cochons, ses lapins. Enfin, c'était un. Et c'est lui qui vous a aussi un peu appris à apprécier les produits qui Bah, proviennent de la terre. moi, je trouve ça trop bien quand on est enfant, d'aller dans le jardin, cueillir une carotte, d'aller cueillir des framboises et de les rincer et de les manger tout de suite. Du coup, là, maintenant, on fait la même chose. On a démarré le potager pour le petit. Vous allez y planter quoi dans votre potager? On a déjà planté pas mal de choses, hein. On a tous les légumes un peu à ratatouille, pardon. Ah On oui, a les les légumes à légumes du sud ratatouille, de la donc France, c'est quoi. ça, ouais, Mm. on a aubergines, tomates, Courgettes. courgettes, on a du poivron, on a des framboises, on a des poireaux, de la salade. Enfin, on a vraiment pas mal de choses, beaucoup, beaucoup d'aromatiques. Les herbes aromatiques, je pense que c'est assez sous-coté et on s'en sert pas assez. C'est vrai? Il y a tellement d'herbes aromatiques qu'on connaît assez peu et qui sont vraiment très puissantes et très intéressantes. Par exemple, quel type d'herbe aromatique Mais il y a euh, des herbes qu'on utilise beaucoup en restauration, mais qu'on utilise assez peu à la maison, Ouais, type le chiso, la gastache, des choses comme ça, la tagette. Donc c'est quasiment introuvable si on ne le cultive pas nous-mêmes en tant que ouais, consommateur. Enfin, on ne le autre trouvera que. pas au marché des Non, c'est Halles de ça, ouais, ça Nîmes. n'existe pas. Et à part dans les restaurants, c'est quasiment introuvable. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment des bases de cuisine. Enfin, on connaît tous le persil, la ciboulette, l'estragon, le basilic. Mais il y a énormément d'autres choses qui sont des bases de cuisine assez folles et qui poussent aussi bien que les autres. Faites la Ouais, cuisine aussi chez vous? tout le temps, hein. Tout le temps. C'est assez. Enfin, je sais pas si c'est possible qu'il se passe 24 heures sans que je cuisine, C'est une vraie passion. mais ouais, c'est une vraie passion et je pense que c'est un métier déjà où on aime faire plaisir et pour les gens qui aiment manger, manger c'est un plaisir. Donc j'aime faire plaisir. Est-ce qu'il y a un parfum qui vous enivre? Est-ce qu'il y a des parfums qui pourraient vous faire tourner la tête? J'aime beaucoup l'odeur du géranium. Ouais. À la base, on en avait planté à la maison plutôt pour le côté anti-moustique. Mhm. Ça marche pas du tout, mais ça sent très bon. Et c'est une odeur et un goût qui est vraiment très floral, très frais, légèrement, presque un peu acidulé. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous aurait marqué dans votre vie? Elle peut être étrange, elle peut être étonnante, elle peut être contradictoire aussi. Un petit choc olfactif, je l'appelle. C'est ma question. Est-ce que vous avez eu un choc olfactif dans votre vie? Moi, je me souviens que, à titre personnel, le gnoc mam, par exemple, Ah oui. je trouve que c'est quand même une odeur un peu... tu peux pas dire que t'aimes, tu peux pas dire que tu détestes. Enfin, moi, en tous Mhm. les cas. Et puis Ouais, je surtout, vois. Ouais. c'était une odeur que j'avais jamais sentie de ma vie. Ouais, il y a une odeur qui. Mais pour le coup, c'est vraiment une odeur qui était pas clivante du tout, qui est assez désagréable.
Mais c'était sur quelque chose de comestible qui était à Bora Bora, où ils font macérer des arêtes de poisson dans de l'eau de mer, en plein soleil. Et après, ils récupèrent cette eau de mer, cette macération, cette macération pour mariner les filets de poisson. Et après, ils mangent ça cru. Et c'est très étrange parce que, pour nous qui ne sommes pas habitués, c'est quasiment immangeable à cause de l'odeur, alors qu'en goût, c'est plutôt agréable. En fait, ça serait l'équivalent du fromage pour des étrangers. Pour nous, c'est vraiment une odeur presque de poisson pourri, quoi. Oui. Donc c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que c'est une odeur qui votre cerveau va analyser comme étant dangereuse. Ah bah clairement. Hein. Et vous avez réussi à passer cette barrière, justement On est assez peu nombreux, sur le moment, on était assez peu nombreux à vouloir goûter, mais moi je l'ai goûté et c'est vraiment très intéressant. Après, faut pas, je mangerai pas tous les jours, mais ça doit être très intense même en goût, non? Ouais, c'est très intense et au final, moi il m'est rien arrivé, j'ai pas eu de soucis derrière, mais là-bas ils mangent ça un peu comme c'est le ceviche local. Et ils mangent ça ils mangeaient ça avec du pain à la banane. Ils faisaient un pain à la banane qui cuisait brûlé. Ils cuisaient encore une fois brûlé. Ils cuisaient directement dans la braise. D'accord. Et en fait, ils cassaient le tour, ils mangeaient que l'intérieur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Après, c'est une banane qui est un peu plus typée comme une banane plantain, donc qui est plus facilement mangeable en salé. Qui n'est pas sucrée comme la banane classique. Sucré, ouais. Faut oser le manger, mais pas déçu. Donc, il y a tous ceux qui nous écoutent et qui iraient éventuellement sur l'île de Bora Bora. Bon, je pense que ça se fait partout en Polynésie, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment bien de voyager en n'étant pas touriste, parce que quand on est touriste, jamais on voit ça, quoi. Ouais. Si on va pas avec les locaux, vivre leur vie, on est pris pour des touristes et on voit jamais ça. On voit les danses qui sont même pas les vraies. On voit des reconstitutions de leur vie, mais qui sont très très loin de leur vie réelle, quoi. Stéréotypées. Exactement. Et d'ailleurs, pour moi, il faut voyager en travaillant. Je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir une culture, un peuple. Ouais, quand on travaille, on est confronté à la réalité de nos collègues. Mais après, c'est presque frustrant maintenant de voyager en tant que voyageur, parce qu'on sait qu'on ne va pas vivre la vraie expérience. Ok, je pense qu'on a fait le tour, et puis je vais vous libérer parce que vous avez un peu de travail quand même. Moi, j'ai retenu quand même, peut-être pour faire un petit mot de la fin. Ouais. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous rend heureux ? Il y a plusieurs odeurs qui me rendent heureux, mais une qui me rend vraiment heureux, le parfum de ma femme, je dirais. Merci beaucoup. Merci Lucas Tao m'avoir reçu. Merci à vous. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Merci à tous pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et surtout à partager le podcast.